La Route des Arts du Richelieu célèbre sa 10e année d'existence. C'est un événement quand même. Et pour nous en parler, on a Mme Loane Ouellette, qui est la coordonnatrice de la Route des Arts du Richelieu. Mme Ouellette, bonjour. Bonjour. Bon, 10 ans quand même, ça se fête. Mais parlez-nous d'abord de ce que c'est la Route des Arts. Oui, bien en 10 ans, évidemment, la Route des Arts a évolué, s'est transformée. Au départ, cette idée-là s'est construite beaucoup autour d'un circuit de visite d'atelier. Même à l'époque, ça s'appelait la Route des Arts et Saveurs. Il y avait un jumelage avec les produits du terroir. Au fil des années, ça s'est disparu, mais on a conservé le circuit de visite d'atelier. Donc, ça fait partie des activités qui sont maintenues à travers les 10 dernières éditions. Là. Bon. Donc, mais quand vous dites ça, c'est quoi exactement, là? Parce que ça va se passer généralement le 12 et le 13 septembre. Oui. Donc qu'est-ce que c'est, là? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir voir? Alors, le circuit de visite d'atelier, c'est vraiment une occasion privilégiée de pouvoir faire une incursion dans l'univers de l'artiste. Souvent, on va rencontrer les artistes dans des expositions, des symposiums, dans des galeries, donc à l'extérieur. Mais le circuit de visite, lui, permet vraiment de pouvoir rendre visite aux artistes dans leur lieu de travail, dans leur lieu de création. Donc, d'avoir vraiment un moment privilégié avec eux pendant cette fin de semaine-là. Donc, les gens qui vont vouloir, exemple, participer à l'événement, il y aura un circuit qui sera proposé aux gens pour justement aller voir les artisans, c'est ça? Oui, absolument. Donc, on est encore en appel de dossier ou en tout cas d'inscription. Donc, c'est encore possible de s'inscrire. Et à l'origine, on a toujours proposé ce circuit-là aux artistes résidents de la MRC de la Vallée du Richelieu uniquement. Mais cette année, nouveauté, on a ouvert finalement à d'autres artistes qui souhaiteraient se greffer. Donc, on va faire les jumelages. Mais l'idée, c'est de pouvoir répartir, parce que 13 municipalités, c'est quand même un circuit d'une ampleur considérable. Quand on veut faire le tour puis prendre le temps, on s'aperçoit que c'est difficile parfois de couvrir tout ce beau grand territoire-là. Donc, des artistes résidents pourront accueillir des artistes invités de d'autres régions. Alors, on invite vraiment tout le monde à aller voir le formulaire d'inscription puis de regarder un peu les modalités. C'est vraiment très, très simple pour tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des artistes, par exemple, de Saint-Jean, Chambly, Carignan, qui vont pouvoir participer à l'événement. Donc, les gens qui vont aller à la route des Arts vont pouvoir justement connaître ces artisans. Oui. Peut-être revenir il y a 10 ans. Comment c'est... Vous avez parlé qu'on ajoutait des saveurs, mais comment cette idée-là est venue de promouvoir, en fait, les artisans locaux? Bien, en fait, c'est vraiment, comme c'est souvent le cas dans ce type d'organisation-là, d'événements-là, c'était quelques artistes qui ont eu une idée un peu folle de dire « Ah, mais pourquoi pas, on trouverait une façon de pouvoir montrer davantage qu'est-ce qu'on fait. » Donc, je pense que c'est de là que c'est un petit groupe de 2-3 artistes là, de la région qui se sont mis ensemble. Cette idée-là a finalement pris de l'ampleur et s'est structurée au fil des années. Et je vous dirais, c'est ça, après 10 ans, c'est vraiment chouette de voir à quel point cette idée-là a pris de l'ampleur et s'est développée de belles façons, finalement, pour répondre un peu à cette demande-là, autant des gens qui souhaitent rencontrer davantage d'artistes, d'avoir un contact direct avec eux, et les artistes de pouvoir présenter leur travail. Bon. Vous avez parlé que vous étiez en appel d'offres, en tout cas, vous demandez là, donc, aux artistes de participer, mais est-ce qu'on a des champs d'activité précis ou c'est ouvert vraiment aux artistes de tout genre? Donc, c'est les arts visuels et les métiers d'art. Donc, ça pourrait être de la sculpture, de la céramique, de la poterie, des artisans qui travaillent avec le tissu, avec des perles, donc, dans le fond, toutes sortes de médiums. Ouais. Donc, on se réfère vraiment, nous, là, à la définition officielle de ce que c'est les métiers d'art, de ce que ça comprend. Donc, c'est vraiment de plus en plus inclusif. Il y a certaines expositions à cause des contraintes, finalement, du lieu, qu'on va devoir adapter un petit peu notre appel de dossier à ce niveau-là. Mais sinon, de manière générale, surtout pour les circuits de visite d'atelier, c'est vraiment ouvert. Artistes en art visuel, métiers d'art, donc il ne faut pas hésiter. Et comment va se faire le jumelage entre les artistes? Ah, ça va être un beau défi. Donc, on va tenter, finalement, encore une fois, je pense que notre principale préoccupation, c'est de pouvoir avoir une répartition qui est intéressante sur le territoire parce qu'on a souvent, évidemment, une concentration au centre, aux villes qui se situent au centre. Donc, Belleuil, Saint-Hilaire, Saint-Basile, McMasterville sont généralement choyés. Ça fait partie finalement du centre où c'est bien garni. Donc, on essaie vraiment d'aller voir les 8 autres municipalités, 8-9 autres municipalités qui sont plus dans les bouts.
donc le long du Richelieu. Alors, c'est aussi une belle occasion, finalement, de faire une belle balade sur le long de la rivière, profiter de la montagne. C'est tellement une belle région que ça vaut la peine. Tout à fait. Si on revient à l'édition de l'an dernier, il y avait combien d'artistes qui ont pris part à la Route des Arts et est-ce qu'on a un objectif pour la 10e édition? On avait, je vous dirais, ça fait quand même une dizaine d'années qu'on a en moyenne une trentaine d'artistes qui s'inscrivent année après année. Là, on est à peu près à ce chiffre-là, mais ce qui est intéressant cette année, c'est que toutes nos activités, comme on l'a ouvert aux artistes de l'extérieur, ça s'est composé à peu près naturellement dans cette répartition-là, de 50 d'artistes qui proviennent de la MRC et 50 de l'extérieur. Donc, on n'a pas forcé les choses, là, ça donne comme ça. Donc, c'est super intéressant parce que ça permet finalement là, de découvrir des artistes des régions limitrophes. Oui. Donc, je le disais, le gros de l'activité, donc ce sera le 12 et le 13 septembre. Mais il y a d'autres choses autour de la Route des Arts, autour de l'événement, qui seront organisées. Peut-être nous en parler un peu. Oui, absolument. Bien, en fait, on commence la saison officiellement avec le symposium c'est la deuxième édition. Donc, on a remplacé, anciennement, il y avait toujours les portes ouvertes en juin et en septembre. Donc, on a remplacé les portes ouvertes de juin pour offrir un symposium. Donc, c'est une occasion, finalement, de pouvoir rejoindre un public différent. Donc, ça va avoir lieu en juin à Belleuil, à la Maison Villebon. Donc, sur le terrain de la Maison Villebon, en même temps qu'une exposition collective organisée par la Route des Arts du Richelieu. Donc, ce n'est pas nécessairement les mêmes artistes qu'on va retrouver dans cette exposition collective-là, mais il y en a certains que oui. Et l'autre gros événement qu'on va piloter encore cette année, la 3e édition du Sommet des Arts. Donc ça va être plutôt en octobre. Donc ça, c'est une espèce de congrès pour le milieu culturel. Là. Donc c'est très ouvert à tous les types d'artistes et disciplines. Et cette année, on va aborder le thème de l'intelligence artificielle, la création numérique. Donc, c'est un sujet qui est très d'actualité et dont on entend beaucoup parler. Donc, on ne peut pas passer à côté. Là, on s'est dit, c'est cette année, on va en parler. Ouais. Bon, comment qualifieriez-vous la vivacité du secteur de la culture? Parce que la culture vit des moments difficiles, sous-financement. Vous parlez de l'intelligence artificielle. C'est de plus en plus facile maintenant avec les logiciels de faire des œuvres. Comment vous qualifieriez la vivacité du milieu? Ah, ça, c'est une grande question. On pourrait en parler longuement. Nous, à la Route, en fait, c'est un peu cette posture-là qu'on a décidé de prendre dans les 2-3 dernières années, d'endosser, en fait, notre statut d'entreprise d'économie sociale pour justement développer davantage de services et d'opportunités aussi qui sont accessibles aux artistes. Donc, pour nous, c'est super important dès qu'on a une occasion d'apporter notre contribution aux artistes puis de pouvoir leur proposer des cachets, de pouvoir redonner finalement au milieu culturel. C'est une façon pour nous de soutenir, donc de pouvoir faire vivre l'organisme, mais aussi de pouvoir soutenir le milieu culturel. Puis je pense qu'il faut être effectivement créatif. C'est le cas de le dire, donc pas juste comme artiste, mais comme artiste entrepreneur. En fait, durant la pandémie, on a utilisé le mot « il faut se renouveler ». Il faut savoir se renouveler. Oui, c'est ça. Absolument, on l'a beaucoup entendu, mais c'est vrai. Je pense qu'il faut s'adapter, il faut être à l'affût, comme n'importe quelle entreprise, des opportunités, des défis. C'est quoi le pouls, finalement, de la situation? C'est sûr qu'économiquement, c'est plus difficile. Ça se ressent. Les gens ont moins de budget, mais les gens sont toujours au rendez-vous. Donc, il ne faut pas oublier que ces gens-là qui ont peut-être moins de budget en ce moment pour acheter une œuvre vont peut-être acheter une plus petite œuvre. Donc, il faut adapter notre proposition aussi. Mais ils vont être quand même au rendez-vous quand la situation se sera rétablie. Donc, il ne faut pas lâcher ça, j'ai envie de dire. En fait, les gens qui participent, en fait pas les artisans, mais les gens qui vont visiter, le public, c'est ça, qui participent donc à la Route des Arts, sont des gens d'abord qui, à la base, s'intéressent aux artisans locaux, veulent encourager les artistes. Donc c'est déjà ancré là-dedans. C'est au niveau budgétaire que ça peut changer, mais ils sont déjà, je pense, préparés à aider ces gens-là. Oui, puis ce soutien-là, il n'est vraiment pas négligeable d'être présent, de continuer à s'intéresser à l'art. Pour un artiste, ça reste que c'est très significatif. Toutes ces discussions-là qu'on a, ces échanges-là qu'on a avec le public, ça reste que, même si c'est pas dans une optique financière, mais ça reste que c'est très nourrissant. Puis ça met une bûche dans le poêle, comme on dit. Donc, il ne faut vraiment pas arrêter de le faire. Il ne faut pas hésiter, puis il ne faut pas se gêner pour aller à la rencontre des artistes. Donc, comment les gens peuvent participer justement à la Route des Arts?
La façon la plus simple, c'est vraiment d'aller consulter le site web de la Route des Arts, donc routeart avec un S, richelieu.com. Donc, il y a tous les formulaires d'inscription qui sont disponibles, puis c'est vraiment assez facile de retrouver l'information en fonction des appels de dossier. On a aussi l'infolettre, qui est un bon moyen de nous rejoindre et de pouvoir savoir finalement les activités à venir si on ne veut pas les rater. Oui, c'est ça. Et ça m'amène à la dernière question. C'est un grand territoire. Là, le jumelage qui s'ajoute à tout ça. Est-ce que ça ajoute à la difficulté d'organiser un tel événement comme ça pour... J'ai envie de dire, ça ajoute au plaisir. Ça ajoute au plaisir? Ah oui, c'est vraiment, vraiment chouette de voir les belles candidatures qu'on reçoit. Ça dynamise, ça ajoute... moi, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Non, je pense pas que ce soit plus de travail nécessairement. Au contraire, c'est vraiment que du plaisir. Bien, Mme Ouellette, merci beaucoup. Et puis, on invite les gens donc, à participer à la Route des Arts du Richelieu. C'est le 12 et le 13 septembre prochain. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes un adepte du bingo? Télébingo vous permet de jouer dans le confort de votre foyer. 4 500 $ en prix à gagner. Et pour ce faire, vous devez vous procurer un livret comme celui-ci au coût de 9,50 $ chez un de nos détaillants, dont la liste apparaît sur notre site Internet tvhr9.com. Donc, c'est un rendez-vous dimanche matin 9h30. Télébingo. À tous les mois, écoutez Dans l'œil de Miss Ray et rencontrez des artistes et des organismes qui contribuent à la diversité culturelle de notre belle région. Ensemble, nous gardons l'art vivant. À tous les lundis, 18h30, sur les ondes de TVHR. La municipalité de Farnham a reçu tout récemment une importante aide financière pour le transport actif. C'est un des sujets que l'on va traiter avec le maire de Farnham, M. Patrick Melchior. M. Melchior, bonjour. Bonjour, bonjour. Toujours un plaisir de vous recevoir. Totalement partagé. Donc, je parlais d'une importante aide financière. Donc, ça a été annoncé par la députée de votre comté, le Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charret. Donc, parlez-nous un peu de la nature de cette aide-là. Bien, cette aide financière-là, c'est Véloce 3. Je ne sais pas si vous êtes au fait de Véloce 3. C'est une aide pour le transport actif, évidemment. Nous, on y croit. Nous, la Montérégiade passe par Farnham. C'est une aide de 240 quelques mille dollars qui nous permet, dans un grand projet, il faut savoir que ça s'imbrigue dans un grand projet qui est la réfection de ce tronçon-là de Yamaska, qui va servir aux écoliers. Donc, fait vraiment le tronçon de façon sécuritaire. Et Véloce 3 bien, nous permet de travailler le transport actif pour rejoindre la Montérégiade, de bien le faire. On y croit, Farnham. Je le dis toujours, on n'a pas les montagnes de Bromont, on a le vélo. Alors, travaillons là-dessus. Parce qu'à la Montérégiade, bon, il faut dire que c'est un important circuit de vélo là, qui part de Saint-Jean-sur-Richelieu et qui se rend jusqu'à Granby, qui passe par Farnham notamment, qui est un pôle important. Peut-être nous en parler de ce circuit-là pour les gens qui ne connaissent pas le circuit. Bien, en fait, vous l'avez dit, c'est quand même un très grand circuit, mais il faut savoir aussi qu'on travaillait, là, je ne suis plus préfet, j'étais préfet de la MRC Brome-Missisquoi, on travaillait sur un projet, puis c'est pas terminé, là, le projet de prolonger jusqu'à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, oui. Donc, de prolonger ce tronçon-là via ce qui est pu utiliser par CPKC, les rails qui ont été... je ne sais pas où c'en est le développement, je sais que c'est toujours vivant, ce projet-là. Alors ça, c'est très important parce que c'est une porte d'entrée pour des milliers de touristes qui viennent. On a un café qui est très, très populaire, justement, là, le café Yamaska, pour ne pas le nommer, où beaucoup de cyclistes viennent via cette piste-là, qui est la Montérégiade. Donc, si on peut encore aller plus loin dans cette piste-là, d'un, c'est bon pour la santé, le transport actif. Puis, il faut le nommer, c'est du transport actif, donc des gens qui sont à pied aussi, qui décident de marcher et tout. On veut une cohabitation, une cohésion dans tout ça. Alors, c'est un grand projet qui continue. D'ailleurs, on a eu d'autres projets dans le nouveau quartier de Farnham, le quartier des domaines des sentiers. Bien, il y a une longue piste cyclable qui a été faite aussi pour pouvoir rejoindre un autre quartier. Alors, c'est important tout ça, parce que le transport actif permet tellement de choses. Et puis, donc, on est là, on travaille fortement. Fait que c'est une belle subvention pour la suite des choses. Ouais, est-ce que ça faisait longtemps que vous travailliez sur cette aide-là? Oui, tout à fait. Bien, en fait, sur tout ce tronçon-là, qui se veut aussi non seulement un tronçon actif, mais sécuritaire. Vous savez, à Iberville, j'ai remarqué, là, il y a des intersections maintenant que ça monte. Là, Bien, c'est ce qu'on veut faire pour cette section-là aussi. Donc, il y aura du transport actif,
Mais au-delà de ça, tout l'aspect sécuritaire, parce qu'il y a une école primaire qui est là, et puis c'est un carrefour où il y a beaucoup de jeunes qui passent là. Bon, est-ce que vous diriez que la Montérégiade aide à faire connaître les beautés de Farnham? Parce que quand on prend la route, c'est souvent soit la route principale, on n'entre pas nécessairement dans le village. En vélo, ça nous permet de le faire. Ouais. Est-ce que la Montérégiade a aidé justement à faire découvrir les secteurs de Farnham? Sans équivoque, tout à fait. Et les gens, ça aussi, je le dis souvent, je deviens très chauvin, j'aime ma ville. Et ça va, oui, vous êtes le maire, fait que vous avez le droit. Parfait. On a la rivière qui scinde la ville en deux. On a une passerelle là, qui part du centre-ville de Farnham qui va à l'église. Donc, beaucoup de gens, par la piste cyclable, depuis que l'autre passerelle elle est fermée, prennent ce tronçon-là. Donc, viennent automatiquement au centre-ville. Ils découvrent notre centre-ville. On a une très belle murale. Depuis le tristement feu qu'il y a eu en 2021, puis le parc s'appelle le Parc du Phénix, c'est pas pour rien. Alors, on a redessiné ce centre-ville-là. On a recréé un lieu. Ça, c'est important, un lieu où le goût de la vie est élevé, je le dis souvent. Donc, puis on fait beaucoup d'événements là l'été. Donc, oui, les cyclistes, forcément, la Montérégiade nous permet de nous vendre un peu à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on connaît la fréquentation? Est-ce que la piste est fréquentée beaucoup ou il y a encore place à... Je pense qu'on ne s'est pas habitué à prendre des données. Puis je pense que maintenant, d'autant plus que là, maintenant, les gens passent plus par notre centre-ville, il faudra prendre cette habitude-là. Ouais. Est-ce qu'à mon œil, à moi, il y a une croissance? Indubitablement, il y a une croissance. On le voit, là, c'est l'été, le nombre de cyclistes qu'on voit. Alors oui, il y a une croissance. Et puis, mais oui, il faudra commencer à documenter tout ça. Voilà. Un autre sujet, et ça, vous l'avez dénoncé sur Facebook, c'est la montée du vandalisme. Il y a beaucoup plus d'actes de vandalisme à Farnham. D'abord, comment vous en êtes venu à le dénoncer? Pourquoi il y a une hausse? Est-ce qu'on connaît un peu l'état du phénomène? Bien, chaque fois que le temps devient plus chaud, nonobstant que ce soit Farnham ou une autre ville, il y a une augmentation du vandalisme. Ceci étant, on travaille très fort pour avoir du nouveau mobilier urbain dans Farnham. Là, je vais donner un exemple très précis. On a installé une balançoire inclusive aux abords de la rivière, tout près de l'église. C'est une balançoire qui a quand même coûté 26 000 $. Oui, ça a été subventionné en grande partie, mais c'est un bien public. Alors, beaucoup de personnes sont... puis il y a un toit là, sur cette balançoire. On a été témoins de gens qui montaient sur le toit. Il y a des graffitis qui ont été faits. Puis moi, j'ai fait un appel à tous. Je me sens quand même... Bien, premièrement, je suis maire, donc je me dois d'avoir une parole qui... Et puis, je me sers, en toute humilité, de ma notoriété pour pouvoir atteindre le plus de gens possible. J'ai eu 20 000 vues, je crois, là, sur cette publication-là. Donc, c'est de dénoncer ça. Puis, je disais, les gens qui font ça, si vous avez des choses à dénoncer, écrivez, faites de la musique, faites du théâtre, faites du sport et tout. Il y a tellement de façons de s'exprimer dans la vie qui font beaucoup moins de tort. Alors, évidemment, puis c'est un rappel constant. Est-ce que c'est propre à Farnham seulement? Non. Mais moi, ce qui me concerne, c'est Farnham. Alors, c'est sûr que je fais un appel à tous. C'est la collectivité qui finit par payer pour des gestes qui sont très spontanés, mais les effets, souvent, sont à long terme, malheureusement. Oui, parce que les actes de vandalisme, bon, pour la personne qui le fait, ça peut être anodin, mais quand il y en a plusieurs, ça fait pas une belle image hein, pour des gens qui, même des résidents de la municipalité ou de ceux qui viennent d'ailleurs, voient des choses comme ça. C'est pas très attrayant. Hein? Tout à fait. Même, on en parlait, les touristes qui viennent voir et tout. Puis je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que plein de petits gestes de vandalisme font une mauvaise image, mais plein de petits bons gestes font une super belle image aussi. Inversement. Donc, faisons des bons gestes à la place, ça sera plus probant pour tout le monde. Ouais, parmi les bons gestes, donc, il y a les activités donc, qui soulignent l'anniversaire de la ville. Comment ça se passe? Vous avez dû nous en parler. Oui. C'est déjà commencé. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais comment ça se déroule jusqu'à maintenant? On est tellement satisfaits. Je donne quelques exemples. Au mois de mars, on a reçu Mme Micheline Nancto qui a fait le film La vie d'un héros avec Danny Gilmore, notre porte-parole, qui est tellement présent. Là. Je suis tellement très, très content. Et puis, on a dû changer de salle, en fait, parce qu'il y a eu plus de monde, plus que le double de personnes qui étaient prévues, qui sont venues. On a eu, en partenariat avec le Vaisseau d'Or, la Otra Orilla, qui veut dire l'autre rive là, en espagnol, un spectacle. On a battu un record d'audience encore. Donc, le 150e nous permet aussi peut-être de dire aux gens, bien là, c'est dans le cadre du 150e, mais Farnham va continuer d'en faire des activités. Donc oui, il y aura les Mardis chauds, on en a parlé lorsqu'on s'était rencontrés, Steve Hill, Damien Robitaille, entre autres, qui
Alors, on espère attirer le plus de monde possible, mais ça se veut festif. Puis c'est le fun, un party qui dure 1 an. Là. Oui. Donc, c'est très, 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 très positif comme accueil de la part des gens. Puis il y a plein de choses là, qui s'en viennent au niveau de l'Église, l'exposition qu'il y aura, entre autres, le saut en parachute. Oui. Mais on est, puis tout au cours de l'été. Puis là, il y a les Jeudis gourmands. Je n'ai pas encore la programmation des Jeudis gourmands. Ça va sortir sur notre site. J'invite les gens à aller voir et surtout participer en grand nombre. Moi, je me dis, s'il y a trop de monde à un endroit, on va trouver un autre endroit. C'est pas grave, on agrandira la maison, mais venez-vous-en, vous êtes tous invités. Exactement. On va revenir donc sur d'autres dossiers qui touchent la municipalité, entre autres l'importance de continuer à développer le centre-ville. Oui. Oui, le centre-ville, ce qu'on veut, ça a souvent été on en parle souvent du talon d'Achille de Farnham au niveau du commerce. On a plein de belles nouvelles, des commerces de proximité, ça s'en vient, il y aura des annonces bientôt. On continue à donner la subvention. Développer le centre-ville, pourquoi? C'est parce que c'est un peu, si on va en Amérique latine, tu as la Plaza Mayor où tout se passe, c'est un peu ça aussi qu'on veut. Un centre-ville, c'est vivant. Alors, il ne faut pas penser qu'on développe là d'une telle façon en 2026 qu'on n'aura pas à prendre soin de notre centre-ville en 2032. Je donne des exemples. Là. Mais alors ça, c'est très important. Oui, développer le centre-ville. L'immobilier, on sait qu'il y a un grand développement. Je dis toujours développons, mais développons comme il faut. Faisons-le. On ne veut pas de développement sauvage. On veut densifier plutôt que l'étalement urbain. On travaille fort. Il y a d'autres projets qui vont venir et tout, mais c'est un travail constant. Bon, justement, afin d'améliorer donc tout ça, il y a un important marché public à Farnham. Oui. Vous l'avez déménagé, je pense, vous avez déménagé, je pense, le marché public. En fait, on l'a gardé au même endroit, seulement qu'au cours des dernières années, l'achalandage était à la baisse. OK. Il y avait une baisse énorme de l'achalandage. Au niveau de la ville, pour nous de tenir ça, c'était moins évident parce qu'il faut attirer aussi les artisans, il faut attirer les maraîchers et tout. Et je comprends ces gens-là qui viennent au marché, qui ont besoin d'un achalandage certain. Alors, il y a un monsieur Jean Méthode, que lui, il a pris sur lui, puis il était déjà, lui, monsieur était savonnier, il est savonnier, là, il vendait des savons artisanaux, il en vend encore. Il a décidé de prendre sur lui le marché. Il nous a demandé un coup de pouce, évidemment, à la ville. Donc, ça va être un marché mensuel cet été. OK. À partir du 6 juin, puis un à chaque mois. J'espère que les gens vont venir parce que je vais être critique un peu, mais tu sais, souvent, les personnes ont dit on l'a, là, même si on y va pas, ça va rester. Oui. On prend ça pour acquis. On prend ça pour acquis. Alors, il faut nourrir ces structures-là parce que ça aussi, c'est vivant. Hein? Alors, c'est beau qu'on le prenne pour acquis, mais si on y va pas, puis moi, je suis un fervent, là, j'allais au marché puis je vais y aller, c'est sûr et certain. Alors, je le dis à la population, c'est là, si on veut que ça revienne peut-être aux 2 semaines l'an prochain, puis ensuite aux semaines, consommons local, il n'y a pas d'autre façon de faire. En fait, je dis un déménagement, c'est plus un réaménagement. C'est ça. Disons ça comme ça, oui. Oui, parfait. On s'en était parlé aussi, pas à votre dernière visite, mais lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, le projet d'usine de biométhane. Oui. Je pense que c'est en développement, c'est pas encore en opération. Peut-être faire le point là-dessus, parce que c'est un dossier important. Là. C'est mon premier bébé en tant que maire. J'étais allé en 2020 au Danemark, là, pour la petite histoire, visiter à ce moment-là Nature Énergie. Bon, pour l'histoire, Nature Énergie, c'était affilié à Énergir au Québec. Nature Énergie s'est retiré du dossier. Énergir a gardé le dossier. C'est un projet qui est bien vivant. Ça devait se concrétiser à l'automne. Il y a des retards, il y a des ententes, puis là, je ne suis pas dans les négociations. Dans les négociations, mais il y a des ententes avec le gouvernement à voir. Le projet est toujours vivant. J'espère voir ce projet-là avant la fin, parce que moi, je l'ai dit, c'est mon dernier mandat. Je l'ai annoncé, mon 3e, puis je ne changerai pas d'idée, et ma femme non plus. Ça, je vous le garantis. Alors, j'aimerais ça voir, je pense, optimistement, même réalistement, ça verra le jour avant 2029, là. Mais tu sais, ce qui devait être en 2027, est-ce que ça sera repoussé fin 2027, début 2028? Le projet est bien vivant. Si j'ai des nouvelles, soyez assurés que je vous en donne. Ce que je sais, c'est qu'ils m'ont contacté pour me dire que malgré que ça tardait, c'est encore bien vivant. OK. Donc, mais y a pas vous n'avez pas de rencontre de prévu avec les promoteurs du projet? Non, on a un contact régulier. À chaque 2-3 mois, on s'écrit. Puis, je n'ai même pas besoin de courir après eux. En fait, c'est eux qui me... Donc, je trouve ça très diligent de leur part. Et puis, non, ça va bien, ça avance. Pas aussi vite qu'on voudrait. Et si j'ai appris quelque chose en politique municipale, c'est que entre le temps où on veut que ça se concrétise et des fois, le moment où ça se concrétise, il y a souvent un temps beaucoup plus long. Ouais. Il me reste un peu de temps. C'était pas prévu, mais je vous connais, je pense que vous avez une réponse. Il y a eu le congrès de l'Union des municipalités du Québec récemment. Ouais. Il y a eu un rapport de déposer et les municipalités se sont fait traiter de quêteux. Oui. Bon.
entre autres au niveau des demandes pour les infrastructures. Comment un maire d'une municipalité réagit quand on se fait dire qu'on est des quêteux? Écoutez, moi, ma position est claire depuis très longtemps là-dessus. Je trouve ça odieux, puis je le pense sincèrement. Il faut savoir que les villes possèdent plus de 60 des infrastructures avec peut-être 3 ou 4 du budget qu'il faudrait, ça nous prendrait bien plus, mais on a 3-4 des moyens pour toutes ces infrastructures-là. Imaginez-vous, il y avait un formateur qui donnait une formation aux élus puis qui disait « Moi, là, c'est le meilleur deal de ma vie de payer de l'argent à une ville. Je suis déneigé, je reçois de l'eau, j'ouvre le robinet, j'ai de l'eau, on ramasse mes poubelles, on me fait des activités qui sont gratuites et tout. » Imaginez le tour de force que ça prend pour qu'on fasse ça. Alors, de se faire dire qu'on est quêteux quand on s'occupe, le jour où les municipalités vont dire « On ne fait plus rien avec nos infrastructures », le gouvernement n'aura pas le choix d'agir, on ne pourra pas laisser. Alors, au lieu de nous traiter de quêteux, là, est-ce qu'on peut travailler en collaboration pour voir comment... Voyons ça dans une vue d'ensemble. Mais assurément que les villes, puis il y a une limite aux taxations. C'est la même affaire si on dit au gouvernement, bien, pas grave, vous ne voulez pas de déficit, puis les villes ne peuvent pas faire de déficit en pensant. Monter les impôts, bien, ils vont dire, bien non, on ne peut pas monter les impôts. Non, les gouvernements ne feront pas ça, c'est ça. Non. Souvent, ils vont geler les impôts. Imaginez-vous, les villes, nous, on a l'odieux de monter la taxation, puis il faudrait que ça soit faramineux. Alors, je pense qu'il y a un examen de conscience à faire de la part du gouvernement. Oui, et je pourrais même dire, pour avoir fait quelques entrevues, que même lorsqu'on augmente les taxes juste au niveau du taux de la vie ou juste un petit peu au-dessus du coût de la vie, les gens réagissent. Alors, imaginez comment ça peut être si on ajoute en plus un fardeau pour les infrastructures. Tout à fait. Puis pour terminer, il y a un tel retard qu'à un moment donné, puis là, je ne veux pas critiquer ce qui s'est fait avant. Je suis pas là. Il y a des gens qui me critiqueront dans le futur sur ce que j'ai pu faire. Ceci étant, il y a eu un retard par souci d'économie, mais le préventif... Puis moi, je suis un intervenant psychosocial à la base dans la vie. La prévention, là, ça coûte toujours moins cher que le curatif. Exactement. M. Melchior, merci beaucoup. Merci. Et puis, passez un bel été. Et on aura peut-être l'occasion de se revoir bientôt. Ça sera un grand plaisir. Ça complète cette édition de la Tribune TVHR. J'espère que ça vous a plu, mesdames, messieurs. Au revoir à la prochaine.